bienvenue sur les clés de la créativité. Moi, c'est Thomas, et aujourd'hui, petite nouveauté, j'ai décidé que cet épisode serait diffusé sur YouTube, donc je l'enregistre en vidéo. Si le format vidéo vous plaît, vous pouvez m'aider en likant, en soutenant la chaîne avec un petit commentaire ou de la manière qui vous plaira. Bonne écoute! Je voulais vraiment vous parler de quelque chose, j'adore l'origami. C'est un art qui se pratique avec du papier, un carré, sans ciseaux ni colle. Quand j'étais enfant, je suis parti en vacances dans un petit village qui s'appelle Combray avec mes parents et ma sœur. Et je pensais m'ennuyer pendant ces vacances-là, et il y avait 3 livres sur l'origami qui m'ont fait mes vacances. J'ai découpé tous les journaux qui traînaient dans la maison pour essayer de reproduire tous les modèles qui étaient là. L'année d'après, on est retourné dans cette maison, j'ai retrouvé les mêmes livres et j'ai recommencé avec plus de succès. Depuis, ça m'a jamais lâché, même si on n'est jamais retourné dans cette maison. Et je me suis documenté, ça fait maintenant, je pense, une 30aine d'années que je pratique ça, avec plus ou moins de succès, mais pourquoi est-ce que j'aime ça ? Déjà, il y a un lien de mémoire avec mon enfance, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je trouve fascinant des modèles aussi sophistiqués que ce qu'on est capable de faire avec un simple carré de papier, sans ciseaux ni colle. Ça, c'est pour de l'origami traditionnel. En pratique, je me suis documenté un petit peu sur ce que c'est, ce que ça représente, pourquoi. On pense que c'est un art japonais. En fait, l'origami vient de Chine. On retrouve des traces au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans des tombes, et on pense qu'il y avait un lien avec des cérémonies et des rituels. Puis, l'origami s'est étendu dans le monde oriental, pour arriver au Japon au VIe siècle après Jésus-Christ, où là il a complètement explosé. L'origami, c'était à l'origine destiné aux nobles, parce que le papier, c'est très cher. À cette époque-là, tout le monde ne peut pas accéder au papier, et les gens du commun n'avaient pas le droit au Japon de toucher au papier. C'est devenu, on va dire, quelque chose de beaucoup plus organisé. Et puis, les écoles, il y a différentes méthodes de pratique. Les méthodes de pratique ont dû être uniformisées pour qu'on puisse le rendre accessible à tous, petit à petit, au fur et à mesure des âges. Et dans les années 80, on est arrivé à ce qu'on appelle l'âge d'or de l'origami, où là, les modèles ont complètement explosé. On trouve des modèles de ce type-là, donc qui sont relativement complexes, des modèles extrêmement complexes, avec des milliers de plis dans tous les sens, mais on reste sur la même base, c'est-à-dire que fondamentalement, on a un carré, et on le plie. Ça ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Donc, quand on est comme moi un interprète, on va utiliser des modèles qui sont déjà faits et on va les reproduire, mais il y a aussi des designers d'origami, des gens qui vont consacrer leur vie et leur temps à créer des modèles que nous, pauvres copistes, allons recopier. Ça rend les choses extrêmement intéressantes. Comment est-ce que quelqu'un a pu utiliser des bases, des éléments méthodiques qui ont été organisés pour pouvoir être diffusés, pour le transmettre. Il y a une chaîne, moi, qui me plaît beaucoup là-dedans. Et d'un autre côté, ça fait des jolis objets de décoration, et ça me permet d'avoir quelques éléments intéressants à présenter à la maison. Donc, les diagrammes sont arrivés plus tard. Il a d'abord fallu, aux alentours du XVIe ou XVIIe siècle, le papier s'est démocratisé au Japon. Et donc, il y a différentes méthodes qui ont permis de faire une chaîne de transmission des différents modèles. Donc, au départ, il y avait 5 bases. Une base, en fait, c'est ce qui permet d'organiser un pliage à la suite. C'est-à-dire qu'à partir du premier carré, on va définir une forme de base, et de cette forme de base, on va aller extrapoler un modèle. Donc ça, c'est la structure générale. À partir de là, on arrivait à faire des origamis avec 3 ou 4 pattes, avec 1 ou 2 ailes. Et puis, on a commencé à structurer tout ça, à nommer les plis. Donc un pli dans un sens s'appelle un pli vallée, un pli dans l'autre sens s'appelle un pli montagne, puis une série de plis s'est générée, jusqu'à arriver à des plis extrêmement complexes et des séquences de plis complexes. Ces séquences-là donc sont structurées, organisées, nommées à travers ce qu'on appelle des diagrammes. Donc on utilise ces diagrammes pour plier, ça permet de suivre une espèce de plan logique à partir du carré jusqu'à la réalisation complète du modèle. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle un crease pattern, donc un schéma global de l'ensemble des plis qui sont indiqués directement sur le carré. À partir de là, donc c'est sur un niveau un peu plus avancé que ce que j'ai moi, j'arrive à en réaliser certains, mais pas tous, la plupart du temps, ça finit en boule à la poubelle. À partir de là, on peut vraiment aller chercher des modèles beaucoup plus complexes.
Ce que je voulais dire, c'est surtout que c'est un maître qui s'appelle Akira Yoshizawa qui a organisé tout ça, qui a fait une espèce de synthèse de l'ensemble des éléments, donc de l'ensemble des plis, les a nommés, a fait les conventions pour que les gens qui lisent les diagrammes puissent les comprendre et les interpréter. À partir de là, on doit être capable de suivre les différentes séquences et d'organiser et de créer le modèle. Donc ça, déjà en soi, c'est intéressant. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les gens qui designent les origamis, ceux qui vont aujourd'hui chercher à créer des formes les plus... pas les plus complexes, mais à créer les formes les plus réalistes. C'est l'origami qui m'intéresse, mais il y a plein d'autres façons de faire. Et donc, comment est-ce que, à partir du même carré de papier, on arrive à faire une telle variété d'éléments ? Il y a de l'expression authentique dans la manière dont on va travailler le modèle. On ne le fera jamais comme il est représenté directement sur le diagramme. Il y aura toujours des petites différences parce qu'on n'utilise pas le même papier, on n'utilise pas la même manière de plier. Tout ça, ça va faire des subtilités qui vont apparaître entre les différents interprètes d'origami. Et j'aimerais beaucoup être capable de créer. Donc il est possible d'aller étudier. Il y a beaucoup de ressources sur Internet sur comment faire pour créer ses propres designs. J'ai quelques idées en tête sur ce que j'aimerais réaliser. De l'histoire, en fait, de la base et de l'ensemble, quelqu'un a fait une grosse synthèse. Donc c'est Robert Gillang, son livre est là. Il a repris toutes les bases et puis il a utilisé des méthodes mathématiques et il les a appliquées strictement à l'origami pour permettre en fait d'aller chercher la logique dans l'ensemble des bases et du coup pour pouvoir ensuite aller chercher beaucoup plus loin. Et donc lui, il a été capable de réaliser des insectes avec de très longues antennes, de réaliser des licornes, de réaliser des mille pattes, des poissons avec un corps complètement écaillé. L'ensemble de ces éléments-là, c'est extrêmement complexe à interpréter en matière de plis, parce qu'on n'oublie pas que tout le monde part de la même feuille. Certains origamis nécessitent d'avoir des feuilles énormes, parce qu'on peut pas, avec un timbre-poste, plier des milliers de fois pour arriver à un résultat élégant. Alors certains y arrivent. C'est la spécialité de certains origamistes de travailler avec des tout petits carrés de papier pour reproduire des modèles excessivement complexes. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est vraiment la capacité intellectuelle de l'être humain à partir de la même base pour aller chercher soit un éléphant, soit un requin, soit un pégase, soit une licorne, un dragon, un dinosaure. Il y a d'ailleurs dans la série des dinosaures des modèles extrêmement bien faits qui reprennent l'ensemble des caractéristiques qu'on imagine d'un dinosaure jusqu'à l'œil, etc. Donc les détails sont très pointus, la manière dont c'est mis en place, c'est fascinant, mais il y a une chose dont on peut absolument pas s'affranchir dans l'origami, ça demande du temps. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ça oblige de se poser. On ne peut pas réfléchir, il faut vraiment consacrer son temps à ce qu'on fait et se concentrer sur la base et se dire que on va pas réussir à faire l'ensemble du diagramme du premier coup, ni même se dire qu'on le fera du premier jour. Si on commence à se décider pour des origamis complexes, relativement complexes ou très complexes, il va falloir passer du temps. 1 semaine, 2 semaines avant d'aller au bout, et peut-être que la première fois ce sera pas bon et qu'il faudra recommencer. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un carré de papier. Donc d'abord on va créer le carré de papier. Une fois qu'on l'a sous du papier machine, ça suffit largement, on crée son papier, son carré, et puis on commence à faire les plis de base, on vérifie que ça correspond bien, et on s'applique à bien plier. On peut utiliser quelques outils, un gabarit pour couper les carrés, un tapis pour plier, un plioir peut être utile aussi pour pouvoir marquer les plis et insister aux plis les plus importants. Donc si on peut y consacrer 2-3 heures, on consacre 2-3 heures et puis on laisse et on y revient après. Ça a beaucoup d'intérêt dans l'organisation de l'esprit et dans la capacité à voir en 3D, à être capable de se dire qu'un modèle qui va faire une séquence de plis va aboutir à un résultat spécifique. Il faut le visualiser. Il faut se mettre en tête que c'est pas parce qu'on comprend pas où va le diagramme que la fin ne correspondra pas. Et il faut aussi bien garder à l'esprit que l'ensemble des opérations qu'on va exécuter ne sera peut-être pas un succès. Et qu'à tout moment, le papier peut se déchirer, se percer,
ou simplement se déformer, se détendre, et on n'arrivera pas à aller au bout parce que l'ensemble des plis ne correspondra plus. Il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte qui fait partie de la mécanique et qui fait qu'on n'utilise pas n'importe quel papier pour faire n'importe quoi. On ne peut pas aller récupérer un bout de papier toilette ou un bout de journal pour faire ça. Alors, du papier de magazine c'est pas mal, du papier machine c'est pas mal. Pour en revenir à l'origami, il existe plusieurs styles. L'origami traditionnel, donc c'est toujours pareil, un carré, pas de ciseaux, pas de colle. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler le wet folding sur la même base. Quand le modèle est fini, on va vaporiser de l'eau ou utiliser une éponge pour aller donner des formes douces au modèle. Et c'est souvent des modèles avec des plis un petit peu moins rugueux, beaucoup moins d'angles, et qui vont donc donner des formes beaucoup plus fluides. Il y a ce qu'on appelle les tessellations, je suis pas grand fan, mais c'est une forme qui existe où on va essayer de créer des structures géométriques avec l'ensemble des plis, et on va donc créer des sphères qui s'imbriquent, qui se déplient, etc., ou une sphère qui devient un donut, ou des choses comme ça. On a aussi l'origami modulaire. Donc c'est l'ensemble des éléments sont pliés les uns séparément des autres. Parfois c'est toujours les mêmes modèles qui sont ensuite assemblés. Tomoko Fusé c'est une très grande spécialiste de cette partie-là. Mais dans la vie de tous les jours aussi, l'origami est utilisé. Par exemple, pour réaliser les airbags des voitures, c'est des techniques de pliage pour que l'airbag occupe le moins de place possible qui sont utilisées. On utilise aussi l'origami en origami engineering pour le déplacement de petits robots qui utilisent des éléments pliés pour se déplacer, et on l'utilise également par exemple pour le déploiement du télescope James Webb. J'ai même trouvé des références à du pliage d'éléments plans pour aller faire des implants rétiniens. On va vérifier les sources, mais si c'est vrai, c'est vraiment très intéressant que ça puisse s'utiliser comme ça. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en likant la chaîne ou en commentant, vous savez quoi faire.